va commencer. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laura Ibora et je suis chargée d'études environnementales au sein de la division éolienne offshore de RWE France. Donc, je souhaiterais tout d'abord remercier aujourd'hui l'organisation de Synergie qui nous donne l'occasion de nous exprimer sur ces sujets d'intérêt. Et cette présentation propose une vision d'ensemble sur le travail effectué par RWE dans la gestion environnementale pour une intégration réussie des parcs éoliens en mer. Donc bien sûr, il s'agit du travail de toute une équipe, de nombreuses personnes et non d'une seule. Et donc je tenais à saluer mes collègues dont certains sont présents aujourd'hui ainsi que ceux qui n'ont pas pu venir. Avant de commencer, je souhaiterais vous donner un peu de contexte et donc vous présenter rapidement RWE. Donc, j'ai essayé de résumer RWE en quelques chiffres clés, ce qui n'est pas forcément une chose facile au vu de la diversité de nos activités, mais il est intéressant de noter que nous sommes impliqués dans l'éolien offshore depuis plus de 20 ans. Nous sommes le deuxième leader mondial avec actuellement 19 parcs éoliens en exploitation, principalement en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Et nous avons également 19 autres parcs en phase de développement ou de construction. RWE a également des objectifs de développement ambitieux puisque on vise une capacité installée de 50 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici à 2030, ce qui inclut une augmentation de notre portfolio d'éoliennes en mer à 8 gigawatts d'ici 2030. Pour le développement de nos parcs, nous nous appuyons sur deux grands principes directeurs. Notre objectif de neutralité carbone fixé pour 2040, avec des objectifs de réduction validés par le Science Based Target Network, pour être alignés sur la trajectoire de 1,5 degré, et notre objectif d'impact net positif sur la biodiversité, applicable à tous nos nouveaux projets d'ici 2030. Donc, comme vous pouvez le constater, nous souhaitons que le développement durable soit au cœur de notre activité à toutes les phases de nos projets. Au cours de ces 20 dernières années, nous avons parcouru donc un long chemin et nous avons bien sûr beaucoup appris en cours de route. Et c'est ce retour d'expérience que j'aimerais très succinctement vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, il est important, à notre sens, de s'impliquer très tôt dans la démarche de développement. Il existe de nombreuses façons de le faire, que vous soyez un développeur ou une des parties prenantes du projet. Il peut s'agir de diverses mobilisations pour la représentation de l'industrie, d'un engagement et d'une concertation précoce avec les différentes parties prenantes, ou encore le partage de connaissances à large échelle. Chez RWE, l'implication des différents acteurs du milieu est un élément crucial de notre philosophie de développement. Pardon. Ah, ça va moins marcher. Je vais juste remettre les piles rapidement. Ok. Est-ce que ça marche? Oui, parfait. Donc voici quelques exemples concrets permettant d'illustrer la manière dont nous partageons notre expertise et nos connaissances. Par exemple, en septembre 2023, nous avons invité en Norvège une centaine de délégués à venir visiter notre démonstrateur flottant Tetraspar, donc situé en Norvège. Il y a eu de nombreux délégués qui se sont déplacés à cette occasion avec des intérêts et des expériences variées, que ce soit des ONG, des associations, des acteurs du port ou de la supply chain. Et l'objectif était de partager les leçons apprises et leur donner l'occasion de découvrir l'éolien en mer concrètement sur le terrain, et donc en l'occurrence notre démonstrateur. Nous avons renouvelé l'expérience en mars 2024, cette fois-ci sur notre démonstrateur Demosat, situé au large de Bilbao, en Espagne, où plus de 150 délégués étaient présents venant de 10 pays différents. Le deuxième élément clé que je souhaiterais vous partager concerne les différentes phases de développement des projets qui représentent d'excellentes occasions de combler les lacunes en matière de connaissances, mais aussi de diffusion de l'information, tout en encourageant l'innovation. Cela peut se faire à différentes échelles, en fonction des besoins, soit sur un sujet qui concerne l'ensemble du secteur et qui nécessite une collaboration à grande échelle, soit pour un besoin stratégique pour l'optimisation, par exemple, de l'état de référence ou des suivis environnementaux, ou encore pour combler des lacunes spécifiques à un projet. Toutes ces opportunités nous permettent d'encourager le développement et l'essai de méthodes de technologies innovantes pour faire mieux tout en allant plus vite et plus loin.
Pour ce faire, RWE contribue continuellement à des programmes de recherche et développement en collaboration avec des organismes de premier plan, tels que Orgip, France Énergie Marine ou encore Carbon Trust. Et donc, voici quelques exemples non exhaustifs de programmes collaboratifs qui ont été initiés ces dernières années. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent sur 2 exemples en particulier qui illustrent notre participation continue à la recherche et au développement. D'une part, notre équipe de projet New York Bight a annoncé en septembre 2023 la signature d'un accord avec le National Oceanic and Atmospheric Administration afin d'évaluer et de surveiller les impacts de l'éolien offshore, tout en développant un programme de surveillance environnementale adapté aux enjeux locaux. D'autre part, par exemple, le développement d'une technologie LIDAR innovante combinée à des relevés aériens digitaux dans la zone de développement de notre parc éolien de Sofia en Grande-Bretagne afin d'acquérir des informations détaillées sur les caractéristiques de vol des oiseaux durant la phase de préconstruction. Enfin, un autre exemple est notre engagement continu en faveur de l'innovation. En juin dernier, par exemple, RWE Offshore Wind a lancé son 3e concours d'innovation en 3 ans. Les thèmes abordés vont de l'environnement et de l'écologie à la circularité et à l'intégration des écosystèmes, par exemple. Il y a des concours d'innovation qui sont lancés régulièrement, donc restez à l'affût des différents lancements. Le 3e enseignement clé que je voudrais vous partager aujourd'hui est la nécessité absolue de se concentrer d'abord sur les mesures d'évitement et de réduction. Pour cela, nous nous basons notamment sur une discussion ouverte et transparente avec les parties prenantes, sur l'innovation et le développement de méthodologies et de méthodes alternatives, ainsi que sur le développement d'approches adaptatives plutôt que prescriptives. J'ai ici quelques exemples de mesures d'évitement qui ont été mises en œuvre dans l'ensemble de notre portfolio, allant de l'évitement du bruit sous-marin pour éviter l'impact de notre activité sur la dorade grise durant sa période de reproduction, ou encore des méthodes alternatives qui ont été mises en place pour l'acheminement et l'installation pour éviter certains récepteurs sensibles, que ce soit à terre ou en mer. Du point de vue de la réduction, nous testons continuellement de nouvelles méthodes alternatives et des technologies innovantes parallèlement aux méthodes traditionnelles afin d'identifier des possibilités d'amélioration pour réduire davantage encore nos impacts potentiels. Nous testons par exemple l'installation de pales d'éoliennes noires afin de réduire les risques de collision. Donc, c'est un projet qui est actuellement en cours et dont les effets sont monitorés. Nous avons aussi testé une technique d'installation des monopiles différentes par vibrofonçage pour réduire le bruit d'impact sous-marin, ou encore des systèmes de suivi avifaune et d'effarouchement sur nos différents sites pilotes. Le dernier enseignement clé à partager aujourd'hui est que tout ce que nous faisons ne réussit pas forcément, malheureusement. En effet, au fil des années, il y a eu beaucoup de leçons apprises, d'essais ratés, de changements de dernière minute, des choses qui marchent et d'autres qui marchent moins. Mais le tout est de tirer l'expérience des différentes tests que nous mettons en place. Et donc, le but est aussi de partager les retours d'expérience et de nous améliorer. Il en va de même pour l'évolution nécessaire vers la restauration. Ah pardon, je suis pas assez... voilà. Et la restauration. Et l'amélioration en tant qu'approche systématique et pas seulement en tant que compensation afin d'obtenir un gain net. Le Royaume-Uni, par exemple, ouvre la voie dans ce domaine avec des études d'impact récentes, dont notre propre étude d'impact sur notre parc Rampion 2, présentée il y a quelques mois, qui tente de quantifier le gain net de l'environnement, dans l'environnement marin offshore. Donc, au sein de notre portfolio RWE, nous avons testé différentes approches et projets au fil des ans. Cela s'est traduit par des projets très variés avec des sujets centrés aussi bien sur l'éco-usage dans nos parcs, la restauration d'habitats essentiels comme les récifs d'huîtres plates ou encore le renforcement des populations locales de homards dans le cadre de notre projet Sofia en Grande-Bretagne, notamment grâce au financement de l'installation d'une écloserie de homards. Ce dernier exemple est assez représentatif de la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet, puisque ça a impliqué à la fois des pêcheurs professionnels avec qui nous avons travaillé, puisque c'est eux qui récupéraient des femelles grainées pour que nous puissions récupérer les œufs et ensuite développer les larves et les juvéniles en écloserie. Mais aussi, cela a contribué à la sensibilisation à la fois des pêcheurs professionnels sur leur impact et sur les populations, l'état des populations de homards, mais
aussi le grand public puisque l'écloserie est visitable et ouverte à tous. Tout ça a permis aussi de contribuer à plusieurs programmes de recherche pour améliorer les connaissances sur le cycle de vie des états larvaires et juvéniles des homards et bien sûr tout en renforçant les populations locales de homards. Un autre exemple, c'est par exemple cette tour de nidification artificielle pour les mouettes tridactyles. Donc c'est en prévision du développement de notre projet Doggerbank South. Donc c'est notre équipe britannique qui a travaillé avec des consultants spécialisés pour développer ces tours. L'objectif est d'offrir d'autres lieux de nidification que ceux actuellement disponibles dans les zones urbaines où les oiseaux sont considérés comme des nuisances. Donc cela permettra à terme, on l'espère, d'augmenter le succès de la nidification et d'améliorer la viabilité de la population de mouettes tridactyles. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que notre projet Doggerbank ne doit pas être installé avant au moins 4 ans. Donc nous sommes vraiment ici dans une démarche proactive. L'idée, c'est que d'ici à ce que le parc soit opérationnel, nous ayons validé l'efficacité de la mesure. Concrètement, il est attendu une amélioration de la population au-delà des pertes que peuvent engendrer d'éventuelles collisions liées au parc. La tour a été mise en service en septembre 2022. Une mouette tridactyle s'est posée en 2023, mais cette année, durant le printemps et durant la saison de reproduction, il a été observé plusieurs accouplements et surtout plusieurs nids au sein de la tour. Donc c'est bon signe pour la suite. Évidemment, pour l'avenir, nous prévoyons certains défis qui vont nécessiter encore davantage de réflexion, d'essais et d'apprentissage. Tout d'abord, les ambitions de développement, je l'espère en tout cas, des parcs éoliens offshore combinés à un espace maritime finalement assez restreint lorsque l'on tient compte de l'ensemble des usages, signifie qu'il va falloir accéder à des zones où l'opposition au développement de l'éolien en mer a été assez forte jusqu'à présent. D'où l'importance des réflexions autour de la concertation territoriale et des co-usages notamment. L'évolution vers l'éolien flottant signifie aussi l'accès à des sites plus profonds et plus éloignés. Par exemple, notre dernier parc offshore flottant actuellement en développement en Californie, que nous avons obtenu fin 2022, se trouve à 45 km des côtes avec environ 800 mètres de profondeur. Donc forcément, lorsque nous accédons à des zones de l'environnement marin qui ont été moins explorées jusqu'à présent, cela signifie des défis en termes de compréhension du fonctionnement de ces écosystèmes, mais aussi des défis en termes de déploiement des équipes et des équipements pour les explorer. Enfin, nous avons le devoir en tant qu'industrie de passer encore plus de l'atténuation des impacts vers l'intégration des écosystèmes et au-delà vers du positive net gain. Pour ce faire, nous devons nous concentrer sur les résultats de la gestion et de la conservation en considérant l'écosystème dans son ensemble. Ces résultats, pour certains compartiments écosystémiques, restent flous et nous manquons encore d'informations sur le long terme pour identifier les tendances. Néanmoins, il est important de regarder au-delà de l'étendue d'un projet, puisque l'effet mesurable de la restauration de la nature et les initiatives positives resteront incertains si nous ne travaillons pas sur des projets à l'échelle écosystémique, basés sur des approches collaboratives et multipartites. Et enfin, il est clair que nous avons également besoin de recherches supplémentaires sur les stratégies de surveillance à adopter, les métriques à utiliser pour quantifier le positive net gain et les mesures prises à mettre en place pour valider l'efficacité de ces initiatives. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. On a le stand aussi RWE qui est juste à l'entrée là-bas, vous ne pouvez pas le rater normalement. Oui. Est-ce qu'il y a un autre? Parce que sinon je... Bonjour, merci pour la présentation, super. Alors je vais dire un truc. Le HLM à moine tridactyle, il est en mer ou il est à terre? Non, là il est à terre parce que c'est des espèces qui colonisent plutôt des zones urbaines, des rebords d'immeubles, etc. et qui posent problème aux riverains, qui sont considérés malheureusement comme des nuisances. Et donc là, l'objectif, c'était de leur donner d'autres endroits aussi pour nicher, toujours dans leur zone de reproduction, et d'augmenter le succès de nidification et la viabilité finalement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout était parfaitement clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, soit à me contacter, mes collègues ou moi par mail, soit à venir me rencontrer sur notre stand. Merci beaucoup.